Madame Odette Trupin. Nous sommes à Andy Village, à Combles-les-Ménac, c'est bien sûr cette commune-là. Hein? Exactement. D'accord. Alors on est venu vous voir pour parler un petit peu de vous, de vos actions, de votre parcours en général, pour le replacer ensuite un petit peu dans le cadre de patrimoine ici, la Gironde, et l'Entre-deux-Mers plus particulièrement. On va commencer par le tout début, c'est-à-dire j'ai vu là une photo de Rabat, donc si vous pouviez nous dire un petit peu où, quand, comment êtes-vous né? Peut-être c'est par là qu'on peut commencer. Voilà, pourquoi Rabat? Eh bien, parce que j'y suis née. Mon père était professeur là-bas et j'y ai passé une enfance merveilleuse, absolument merveilleuse, délicieuse. Mes grands-parents sont arrivés tous les deux de Belgique parce que j'ai une origine belge. Mon grand-père étant architecte, il a fait construire la villa de mon enfance. Et du coup, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, après des études secondaires bien sûr, et puis 2 années d'université que je pouvais faire au Maroc. Après le CELG, nous avons dû rentrer en France dans les années concernant l'indépendance du protectorat à l'époque. Voilà, en 1955. Ça a correspondu aussi à un mariage de ma part, puisque mon mari, puisque à l'époque il fallait qu'une femme se marie, c'était consacré, il ne s'agissait pas de fréquenter quelqu'un hors du mariage, et mon père aurait été horrifié d'une situation différente. Par conséquent, pour vous dire que j'ai commencé au Maroc pour gagner quelques sous, parce que je n'en avais pas beaucoup, et mon mari non plus, il était ingénieur débutant, hein. J'ai commencé en étant institutrice. Et très vite, on m'a consacré et confié le rôle de conseillère pédagogique. Je n'étais même pas titulaire. Donc ça c'est en France. Je vous arrête parce que vous allez un petit peu vite pour moi. C'est au Maroc. Ça c'est au Maroc. D'accord, parce que vous m'avez parlé de votre papa et du retour en France, mais votre maman, elle travaillait ou pas? Non, non, non. Elle était de ces femmes qui a eu 2 fois 2 jumeaux d'ailleurs, et qui restaient au foyer, qui faisaient bouillir la marmite. Et vous avez donc des frères et sœurs? Et oui, j'ai eu des frères et sœurs qui sont tous les 3 décédés, hélas. Voilà. Et la rencontre du mari, donc, c'était au Maroc ou c'était en France? C'était au Maroc. C'était au Maroc, et nous sommes mariés au Maroc, et nous avons dû rentrer en France au moment de l'indépendance. Et moi j'avais Bac+2 à l'époque, et j'ai continué avec mes ressources puisées déjà dans l'enseignement primaire où j'avais été reçu au CAP de l'enseignement primaire, où j'avais la confiance de mon inspecteur à l'époque. Et j'ai continué mes études universitaires parallèlement à Toulouse d'abord, à Bordeaux ensuite, tout en prenant un poste de professeur. Études de? Alors études de lettres, littéraires, oui. Vous aviez déjà une idée de ce que vous vouliez faire plus tard? Ce que je voulais faire plus tard, c'était tout autre chose. Je voulais faire de la musique. J'avais fait le conservatoire de Rabat, et je crois que j'étais assez bien préparée. Et j'aurais voulu me consacrer à une étude plus approfondie du piano. Et mes professeurs auraient voulu d'ailleurs me consacrer à cette étude-là, en disant il faut la présenter au conservatoire de Paris puis de Rome. Et mon père a dit non, pas avant le bac. Et j'ai dit ok, si j'ai le bac, après qu'est-ce que je vais faire? C'est trop tard pour entrer dans les conservatoires, pour faire des concertistes. Par conséquent, tu iras au lycée La Fontaine à Paris et tu feras prof des lycées-collèges. J'ai dit non, 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 non. C'est du massacre de la musique, je ne veux pas le faire. Et je le pense un peu moins maintenant, je pense que la musique n'est pas massacrée maintenant par les profs, mais c'est quand même encore une activité secondaire dans les études. Et du coup, j'ai dit, bon, au plus proche de mes propres préoccupations, c'est quand même de faire des études de lettres, ce qui fait que ça m'a conduit à la licence, un doctorat, etc. Voilà. Et parallèlement, j'étais prof et j'ai eu très vite mes enfants. Voilà.
qui fait que tout ça m'a conduite à être sur les rangs des proviseurs de lycée, dont les inspecteurs qui me faisaient, qui étaient à ce moment-là ma hiérarchie, m'avaient dit ne vous attardez pas sur un poste de proviseur, vous allez passer les concours d'inspection. Et j'ai passé le concours d'inspecteur de l'enseignement technique à l'époque, littéraire bien sûr, à Paris, qui se faisait en 2 étapes, qui était extrêmement difficile. Dans les années, je devais avoir 30, 32 ans, quoi, quelque chose comme ça. Avec des enfants aux trousses, avec les concours d'inspecteur de l'enseignement mère de famille à l'époque, tout ce qu'une mère de famille peut avoir à faire. Combien d'enfants vous avez? 2. Garçons. Garçons et filles, voilà. Donc ça c'était en 1965, 70 voilà, tout à fait, à peu près, oui. À peu près. À peu près. D'accord. Comment se prénomment vos enfants, juste pour savoir? Patrick et Génin, tout ce qu'une mère de famille peut avoir à faire. Combien d'enfants vous avez? 2. Filles, garçons et filles. Poursuivre, vous me direz un peu ce qu'ils font. Donc des enfants aux trousses, donc à quel âge ils avaient là quand vous êtes tourné vers la J'ai ramené mon petit garçon, il n'avait pas 4 ans, du Maroc. Il est né là-bas, vous voyez. Je suis rentrée ici, j'avais à peu près 25 ans. Voilà. Et ma petite fille est née en France. Voilà. En 1962, Patrick est né en 57 et elle en 62. Vous voyez, ce ne sont plus des petits-enfants. Non, voilà. Donc on avait des ambitions pour vous parce qu'on voyait bien que vous pouviez faire autre chose que simple proviseur. Sûrement, en gros. Sûrement, madame, sûrement. C'est ce qui a été l'objet. Comme j'ai toujours été une battante, j'ai accepté de jouer le jeu. Ça a été dur, ça a été très 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 difficile parce que ce sont des concours qui sont absolument difficiles et cruels. Mais j'ai réussi. Et du coup, j'ai réussi à avoir un poste dans l'Académie de Bordeaux d'inspecteur pédagogique. Ce qui m'a permis d'être auprès de mon mari, puisque nous avions décidé de venir à Bordeaux, compte tenu du fait que mon père avait pris sa retraite d'enseignant au Maroc sur le bassin d'Arcachon. Donc ça nous a guidé un petit peu pour rentrer sur Bordeaux. Oui, parce qu'à part ça, vous n'aviez aucune attache sur le sud-ouest, ça aurait pu être n'importe où ailleurs. Sauf que là, lui avait pris sa retraite côté bassin d'Arcachon. Voilà, et mon mari avait la possibilité, lui, de demander par l'ONU, l'UNESCO qui se mettait en place, des postes sur la FAO, à Rome ou dans d'autres pays étrangers. Et moi, je n'ai pas voulu parce que nous avons vécu cruellement quand même l'indépendance. Nous étions, nous, installés là-bas et installés de manière définitive. On y était nés, on ne se posait pas de questions, quoi. Mon père s'en posait. Il disait toujours, nous ne sommes que protectorat, 1905, 1955, il est juste que nous rendions la convention de protectorat. Or, les Français qui étaient là-bas ne pensaient pas du tout à ça. Moi, je n'avais pas la dimension politique, du tout. Et voilà, donc on l'a vécu cruellement quand même. Hein. Vous avez perdu une patrie un petit peu. Oui, on est devenu un peu apatride, c'est sûr, hein, avec plus de petits lirés quelque part, quoi. Vous voyez, on a beau y retourner, voir, et c'est la raison pour laquelle l'architecte d'intérieur, qui a quand même des résonances au Maroc, lorsqu'il a eu terminé ici en 10 villages, il a été tellement conquis par la problématique d'Andy Village, le concept d'Andy Village, que j'ai mené avec lui, comme avec l'autre architecte, qu'il m'a donné, il m'a offert lui-même ce cartouche-là de Rabat, en sachant que j'étais née là-bas. Voilà pourquoi vous avez ce cartouche-là dans mon bureau. Juste pour revenir aux petites origines, votre papa, s'il est allé au Maroc, c'est pour quelle raison, lui? Ah ben, j'ai toujours entendu mon père dire que dans les années 1923, l'inspecteur d'académie, il était dans la Nièvre à l'époque, il était prof donc dans un lycée de la Nièvre, et l'inspecteur d'académie faisait un appel à la jeunesse enseignante pour aller, comme ça, à l'étranger, éventuellement, porter la problématique de la langue française et de la culture française à l'étranger. Et mon père a mis sa jeune femme de 19 ans dans la poche, et ils sont partis sur le Maroc.
Et c'est là que lui avait l'intention de faire le tour du monde. Ils sont restés quand même, ils se sont fixés parce que avec 2 fois 2 jumeaux, s'y sont fixés sur place, quoi. Voilà. Et lui domicile. Voilà. Et lui est devenu un professeur émérite, vraiment émérite. C'est lui qui m'a tout appris au niveau de l'enseignement. C'est pour ça que j'ai pu être institutrice et conseillère pédagogique très vite, parce que j'étais vraiment propulsée par lui. C'est un homme absolument remarquable qui a été très 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 apprécié par l'inspection générale qui venait de Paris, Jean Guéhenno et autres, qui lui avaient proposé d'ailleurs des postes extrêmement intéressants d'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale ou le poste de proviseur du lycée Louis-le-Grand, vous voyez, des choses comme ça, ou Henri IV. Et lui a refusé parce que nous, jeunes, nous ne comprenions pas que nous puissions émigrer. Pour nous, notre terre, c'était là-bas, quoi. Et notre terre de vacances, c'était la France, nous y venions régulièrement, mais nous ne comprenions pas qu'on puisse émigrer ailleurs, quoi. Vous voyez ? Donc on l'a influencé, et lui devait tenir aussi, sans doute, à rester là-bas, je suppose. Moi, j'avais 16 ans, 17 ans, quand ces propos-là ont été tenus devant moi. Et du coup, les choses se sont résolues comme ça, il a refusé, et l'inspecteur général est reparti, gros gens comme devant, son mouchoir dans la poche, en me disant « Monsieur, mais vous refusez des choses prodigieuses, vous le regretterez peut-être ». Et effectivement, rétrospectivement, nous nous sommes dit « Mais enfin, quel dommage !» Et si nous n'avions pas été, nous, des éléments freins, nous serions rentrés en France dans des conditions différentes. Nous aurions eu une autre vie aussi. Alors vous avez évoqué votre papa qui m'a l'air, c'est quand même le premier homme de votre vie, qui m'avait l'air d'être d'un battant comme vous, vous avez l'impression, autoritaire peut-être un peu, non, d'après ce que vous dites. Autoritaire, la vieille garde, vous savez, du macho de service, il n'était pas macho, mais c'était un homme aux idées très avancées, et un homme qui n'admettait pas qu'on puisse lui résister, hein. Au plan de la discipline, il était très net. Et c'est un homme qui avait un objectif droit, d'une droiture et d'une honnêteté énorme. Et petite fille, vous avez des souvenirs de ce papa, justement ? De ce papa, petite fille, vous étiez... Mon père, ah ben oui, il est mort à 101 ans, dans les années 2001, et je l'ai eu pendant plusieurs années avec ma mère chez moi, parce qu'ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins, ils étaient trop âgés, mais lui est décédé très tard, ici sur Bordeaux, donc c'est sûr que j'ai des souvenirs très profonds. Je parlais de vous, petite fille, comment petite fille. Relation avec lui, quoi. Oh là, c'était merveilleux. Et puis à 20 ans, il a fallu repartir en France, c'est pareil, c'est un moment charnière où vous êtes repartis ensemble. Et oui, et où mes parents étaient restés encore au Maroc parce qu'ils avaient une villa là-bas, et où mon père a décidé de lâcher le Maroc à un moment donné, puisque tous ses enfants étaient rentrés en France. Nous étions rentrés les premiers. Moi pour poursuivre mes études, mes frères pour occuper leur poste, j'avais 2 frères ingénieurs, et qui avaient chacun trouvé un poste, l'un à Grenoble, l'autre à Libourne, et mon père a dit « je n'ai plus rien à faire au Maroc, moi, si mes enfants sont partis ». Voilà. Et le deuxième homme que vous avez évoqué, c'est donc votre mari, qui lui occupait quel poste Alors lui était ingénieur à l'Office national des irrigations au Maroc. Voilà, c'est lui qui a mis en place toute l'irrigation et toute la mise en eau de la plaine du Sousse, par exemple, vous voyez. Là, il a fait de très grands travaux au Maroc, mon père, mon mari. Et nous nous sommes connus là-bas, très curieusement d'ailleurs, parce que rien ne nous a mené à nous connaître. Mais enfin, nous sommes connus au Maroc, où lui était venu passer une partie de ses parents étaient aussi des gens qui avaient vécu au Maroc, mais qui étaient rentrés en France au moment de la guerre. Et du coup, si vous voulez, lui est revenu au moment de son service militaire, et il a pris un poste là-bas, et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Donc là, retour en France, tous les deux, vous vous installez donc quelle région? Alors nous sommes installés à Bordeaux pour la bonne raison que mes parents y étaient. Mon mari avait la possibilité, comme je vous ai dit, de demander des postes à l'étranger,
Et c'est moi qui étais catégorique à l'époque en disant non. J'avais vécu de manière trop douloureuse le retour, la rupture avec le Maroc, qui était notre pays d'adoption, où j'avais passé, je vous dis, une enfance merveilleuse, et où je ne pensais pas du tout qu'un jour nous devrions le quitter, quoi. Voilà. 55, hein? 55 le retour, oui. Oui. Non, pas 55. Non, 55 c'est notre mariage. C'est 61. 61 notre retour. Voilà. Retour en France. Et à partir de là, donc vous avez monté différents échelons au sein de Ah oui, alors comme j'ai nationale. passé le professorat, j'ai été professeur de lettres. Et puis ensuite, je suis restée 10 ans prof, puis j'ai passé les concours d'inspection et je suis devenue inspecteur pédagogique. Et ensuite, au moment de l'arrivée du ministre Defer-Savary, non pas Defer, Savary, je dis Defer-Savary parce que ça m'évoque quelque chose. Savary, Monsieur Savary n'avait rien trouvé de mieux que de dire aux inspecteurs, vous allez noter tout le monde à 12. Et moi, j'avais passé 10 ans d'inspection à me rendre compte qu'il y avait de très bons profs, mais qu'il y avait aussi des gens qui n'avaient rien à faire dans l'éducation nationale. Et que ces gens-là réagissaient sur une promotion d'enfants, des enfants qui allaient profiter ou ne pas profiter, justement, de l'enseignement mauvais qu'ils pouvaient leur distribuer, et que donc il fallait valoriser les meilleurs et faire en sorte de remettre à leur place ceux qui ne fonctionnaient pas suffisamment. Du coup, j'ai dit au recteur d'académie, à ce moment-là, le recteur Martin qui est arrivé dans les années 82, je préfère passer au plan administratif, alors que je n'ai rien d'une administrative. Et c'est là qu'il m'a confié le poste d'inspecteur d'académie en titre, délégué académique à la formation continue de l'Académie de Bordeaux. Voilà. C'est le pari que l'éducation nationale avait fait au plan politique de faire du commerce de l'enseignement. C'est très très particulier, hein, cette formation continue. Il a fallu m'adapter avec tous les grands proviseurs qui m'attendaient au coin du tournant pour me savonner la planche. Mais les choses se sont bien passées, je suis restée 10 ans encore, et puis donc j'ai fait aussi une mobilité sur Poitiers, qui a été très profitable. Et voilà, j'ai donc quitté l'éducation nationale à la retraite en 95. Et c'est là que, à partir de 97, comme 96, vous avez un monsieur Louis qui était journaliste à FR3, vous l'avez peut-être connu, je ne sais pas, qui a dit, quand monsieur Jospin a dit il nous faut des femmes à l'Assemblée nationale, il a dit moi je sais laquelle. Le journaliste a dit ça. Ce journaliste, ah, je oui. sais laquelle il faut. C'est madame Trupin, moi je suis tombée des nues. J'étais à des années-lumière d'imaginer que je serais un jour une quelconque politique, puisque c'était mon mari qui était l'homme politique de la maison, hein, puisqu'il était maire, conseiller général déjà, et du coup ça ne m'intéressait pas, quoi. Et la volonté de Lionel Jospin a été telle que il y a eu beaucoup de contestations au niveau du Sud Gironde pour ma candidature. Bon, comme moi j'étais bien loin de penser cela, j'ai dit bon ben qu'à cela ne tienne, si vous avez un candidat, allez-y, et je ferai la suppléante éventuellement. Et Georges Jospin a dit jamais de la vie, il n'en est pas question, c'est une femme et ce n'est pas un homme. Ça a été très très difficile. J'ai même planté deux fois ma démission à ma candidature, en disant mais moi je n'ai jamais rien demandé à personne. Là, je n'ai pas envie de me mettre dans tous mes états et d'être en conflit avec des personnes.
Et revenons juste sur le point de... Il suffit qu'un journaliste dise « Tiens, cette dame-là conviendrait », comment ça s'est goupillé? Ça s'est goupillé dans une assemblée à laquelle je participais tout à fait au fond de la salle d'ailleurs. Et c'est lui qui a lancé l'idée. Sa femme était une militante socialiste, hein, forte. Elle était même secrétaire de section. Et donc elle a été tout à fait en corrélation avec son mari, en disant ah, oui, oui, tout à fait, il nous faut quelqu'un quand même qui sait prendre la parole en public, qui a montré par son cheminement que, etc. C'était pas facile l'histoire, hein. Il n'y avait que 4% de femmes à l'époque à l'Assemblée nationale. Donc Jospin un jour a fait venir quelqu'un de son staff chez moi, où moi j'avais déclaré que je ne posais plus candidature. À Bordeaux, oui, à cause de tous les conflits qu'il y avait dans cette Gironde. J'ai dit, bon écoutez, moi je m'efface. Et du coup, Jospin m'a fait dire, il faut absolument que tu maintiennes ta candidature, parce que nous allons parachuter quelqu'un. Ça a fait peur au Sud-Gironde. Le parachutage, ils ne savaient pas qui c'était. Moi, j'ai su après qui ça allait être, et ça ne leur a pas plu. Donc, ils ont levé le pied, et ils ont laissé ma candidature se poursuivre. Quand vous dites le Sud-Gironde, c'est-à-dire le sud de la Gironde, ou le Sud-Gironde, j'appelle le Sud-Gironde, si vous voulez, la partie de la circonscription qui comprenait 172 communes, où il y avait donc le canton de Créon, qui était la grosse partie, hein, 26 communes ou 28 communes, le canton de Langon, qui ferraillait pour essayer de récupérer à tout crin un poste de député, puisqu'ils avaient eu pendant 25 ans monsieur Lagorce député. Donc ils en étaient orphelins en quelque sorte. Donc ça se déplaçait tout d'un coup sur le Nord-Gironde, ça ne leur comptait pas. Oui, c'est la raison du conflit. Ça a été la raison du conflit. Et le candidat qui voulait absolument passer, c'était le maire de La Réole à l'époque. Et je lui avais dit, mais moi, sois candidat, je serai ta suppléante s'il faut, quoi. Voilà. Et vous me dites, là, quand vous racontez, vous tutoyez les gens. Vous étiez déjà habitué à les voir, à les rencontrer? Parce que nous nous connaissions un peu comme militants, nous étions socialistes tous, hein. Moi je suis socialiste. Hein. Donc à partir de là, nous nous rencontrions déjà dans des réunions, de militants. J'accompagnais mon mari, moi. Oui. J'écoutais. Et mon mari d'ailleurs aurait dû être député à l'époque, avant moi. C'est pas moi qui aurais été député, c'est lui. Puisque un jour j'étais encore dans l'académie de Poitiers, et il m'avait dit, écoute, il y a un congrès qui va se dérouler à Langon, il faudrait que tu sois là, parce que monsieur Lagorce arrête, l'ancien député, là, et comme mon mari avait été suppléant 5 ans de monsieur Lagorce, comme l'est actuellement Jean-Marie, mon mari était candidat naturel en quelque sorte. Et puis déjà, c'était le maire de La Réole qui s'est présenté contre mon mari. Et on a vu là, à ce moment-là, j'ai été suffoqué, que tout le Sud-Gironde était branché pour laisser passer le candidat en question. Ce qui a été le cas, et lui a été battu. Il s'est présenté alors que ça aurait dû être mon mari. Avec l'importance de l'électorat du canton de Créon, ça aurait dû passer, on n'aurait pas dû perdre. Hein. Ça n'est pas passé, et voilà. Et donc après, seulement 5 ans après, on m'a demandé de prendre le rôle. Et moi qui suis battante, j'ai quand même accepté. Voilà. Contre l'avis de mon mari qui n'était pas très pour. Pour quelle raison? Parce que j'étais quand même plus proche de lui en restant chez moi, hein, à la retraite en plus. De mes parents que j'avais chez moi également, et de mes enfants qui n'étaient pas très chauds non plus. Tout le monde se disait on va la perdre, elle va aller à Paris, on va la perdre. Et ils ont essayé une cabale familiale pour me dissuader. Et puis moi, la fièvre montait au fur et à mesure des conflits qui se passaient, et puis de la volonté jospinienne
Je dis, ben, après tout, allons-y, quoi. Hein. Il y avait un défi à relever, quoi, un peu. Il y a un peu un défi, oui. Mm. Voilà. Et comme j'avais relevé plusieurs défis dans ma vie, ben, c'en a été un autre. Mm. Voilà. Voilà un petit peu le cheminement. Alors, élu comment? Et puis après, votre expérience en tant que député? Alors, élu sans aucun problème à l'époque. Je me suis retrouvée députée, un peu comme je m'étais retrouvée inspectrice. C'est-à-dire que du jour au lendemain, à partir du moment où j'avais le titre, on me donnait les compétences. Et ça a été pour moi une révélation ambiguë. Je ne vais pas dire négative, pas négative, mais semi-négative. En ce sens que on est tant s'en faut pas omnipotent en devenant député. Député en quelle année? Alors 97 jusqu'en 2002. Alors la découverte de l'Assemblée a un paroxysme.